Voilà. On va recommencer avec notre arrivage habituel d'étudiants du lundi matin. Prenez place, entrez. Bien. Donc, comme d'habitude, on est en direct, donc vous pourrez revoir ce cours ou le voir si vous n'êtes pas ici. On va commencer le temps que tout le monde se pose avec deux informations un peu extérieures au cours, mais qui me semblent relever de ma mission, qui est de... Vous savez, je m'intéresse à votre avenir, je m'intéresse à vous une fois sorti de l'amphi. Deux choses. La première, le lundi matin, vous avez le journal Les Échos, qui a un supplément qui est le journal du board. C'est quoi le board? What is the board? Oui, je sais, c'est violent le lundi matin de commencer comme ça, surtout quand j'annonce des choses qui ont l'air plus légères que le cours. C'est quoi le board? B-O, accent circonflexe, O, accent circonflexe, R-D, le board. Non, c'est B-O-A-R-D, et c'est quoi? C'est du droit des sociétés, c'est pour ça que je vous en parle. Attendez, sur le nombre que vous êtes, personne ne sait ce qu'est un board? Je ne demande même pas ce qu'est le chairman of the board, mais voici un de nos étudiants italiens d'élite qui va nous dire ce qu'est le board. Cos'è il board? Bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Parfois l'élite déçoit. Bon, le board, c'est le conseil d'administration. Ah, mais oui, mais bien sûr, bon voilà. Donc, le board, c'est le conseil d'administration. C'est pour ça qu'en droit anglais, on appelle, et en anglais, on appelle le président du conseil d'administration comment? Chairman of the board. Donc, avec un accent excellent, comme vous l'avez remarqué. Donc, le journal du board, il est important. Le journal du board, il est important parce que vous avez, tous les lundis, un certain nombre d'informations qui concernent notamment le droit. Et si vous regardez, vous avez par exemple aujourd'hui un article sur la méthode de Total pour former ses juristes, un article sur pratiques religieuses, merci, un article sur pratiques religieuses en entreprise et un article sur le fait que les dirigeants jugent les juristes de plus en plus incontournables. Donc première information qui me semble importante pour vous, parce que si vous ne lisez pas les Échos qui sont accessibles dans cette université, alors si je dis ça, je ne le trouverai plus jamais, mais le lundi matin, vous avez une pile des Échos qui est là, qui vous attend, donc il faudra que je vienne plus tôt pour en récupérer un exemplaire. Bien, ceci étant dit, bon, la deuxième information viendra plus tard. On reprend sur notre cours, on reprend, et on était donc dans le statut de l'associé. On n'avait pas complètement terminé, on avait vu l'indivision, on avait vu le démembrement de propriété, avec l'arrêt important du 15 septembre 2016, et on avait commencé à voir la situation où un époux était associé. Et on avait évoqué le fait qu'aujourd'hui, à la différence d'avant 1985, deux époux peuvent être ensemble associés d'une même société, y compris à risque illimité, c'est-à-dire à responsabilité, en l'occurrence indéfinie et solidaire, ça vous vous en rappelez. On avait évoqué une deuxième règle qui est l'article 1832-2, qui est que lorsque on achète ou lorsqu'on souscrit des parts sociales, des titres non négociables, 1832-2, il faut en informer, lorsqu'un époux souscrit ou achète des parts non négociables, donc parts de SARL, de sociétés civiles, de sociétés en non collectif, en employant des biens qui ont le statut de biens communs, il doit en informer son conjoint pour que le conjoint puisse, s'il le désire, souscrire à hauteur de la moitié des parts sociales, puisque c'est avec un bien commun que l'apport est fait, eh bien on veut que l'autre époux puisse, s'il le désire, devenir lui aussi associé. Précisons que même si l'époux qui est sollicité ne devient pas associé, vous avez vu les sanctions de nullité de l'apport ou de l'acquisition si on ne respecte pas ça,
Et précisons que si, c'est l'article 1427 du Code civil, qui est un texte sur les régimes matrimoniaux, et précisons que même si l'époux qui le pourrait ne souhaite pas devenir associé, il y a quand même une solution qu'il faut évoquer, c'est que les parts qui vont être achetées ou souscrites, eh bien, ces parts ont le statut de bien commun. Donc, si un époux achète ou souscrit des parts avec des biens communs, avec des fonds communs, avec des deniers communs, comme on dit, avec une somme d'argent qui fait partie des biens communs, eh bien, à ce moment-là, alors je ne rentre pas dans le droit des régimes matrimoniaux, mais il y a une présomption de ce que les biens sont communs. Sauf à ce qu'on puisse démontrer que les biens sont des biens propres à l'un des époux, il y a une présomption que l'argent est commun. Donc, si vous faites un apport en numéraire, eh bien cet apport, il est présumé fait avec des deniers communs. Et le résultat, c'est que vous devez respecter cette obligation d'informer votre conjoint de ce que vous êtes en train de souscrire des parts. Lui, à ce moment-là, a la possibilité, s'il le souhaite, de devenir associé. Généralement, il ne va pas vouloir devenir associé, parce que s'il l'avait voulu, il aurait exprimé la volonté avant. Mais il a cette possibilité qui lui est donnée de devenir associé, et quand bien même il ne déciderait pas de devenir associé, ou plutôt il déciderait de ne pas devenir associé, eh bien, les parts que vous achetez, vous souscrivez grâce à cet apport fait avec des fonds communs, ces parts, elles ont le statut elles-mêmes de biens communs. Ça veut dire qu'un seul époux est associé dans ce cas-là, mais les parts qu'il a entre les mains sont des biens communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où la communauté prend fin, par exemple parce que les époux divorcent, eh bien à ce moment-là, il va falloir régler le statut de ces biens communs, c'est-à-dire que si l'époux qui est associé veut conserver les parts, plutôt que les vendre, eh bien s'il veut conserver les parts, il va devoir verser à son ex-conjoint une somme qui représentera la valeur qu'il va lui prendre, et les biens vont devenir du coup un bien propre, mais eh bien, il faudra verser une somme pour indemniser le conjoint de ce qu'il perd, ce droit particulier qu'il avait sur les parts communes. Donc ça, c'est l'article 1832-2. Toujours sur les biens communs, il y a un texte qui a donné lieu à des difficultés. Ça oblige à avoir un peu de droit des régimes matrimoniaux, j'en suis désolé, mais c'est des questions qui sont assez importantes, et c'est des règles que vous reverrez d'ailleurs plus tard en droit des régimes matrimoniaux. Il y a une règle importante, c'est celle de l'article 1415 du Code civil, toujours sur cette distinction bien propre, bien commun. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue dans le cours de droit des régimes matrimoniaux. Et donc, on nous dit « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceci n'ait été contracté avec le consentement express de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » L'article 1415 du Code civil, on va se poser la question de savoir s'il s'applique aux sociétés. Je précise tout de suite mon propos. Ce texte, article 1415 du Code civil, il vise à protéger le patrimoine commun des époux. À le protéger parce qu'il y a deux actes qui sont visés, le cautionnement et l'emprunt. L'emprunt, c'est le prêt. Le cautionnement, je vous rappelle, mais tout le monde le sait, que c'est le fait de garantir qu'un débiteur va payer sa dette en payant à sa place si le débiteur ne payait pas. Pas de difficulté là-dessus. Et ces deux actes, ils ont une particularité, c'est que, eh bien, ils présentent des dangers, parce que quand vous empruntez, vous recevez de l'argent et vous contractez une dette de remboursement. Donc c'est quelque chose qui est... on ne voit pas tout de suite qu'on est engagé de manière lourde. Et le cautionnement, eh bien, c'est pire, puisque le cautionnement,
on a l'impression qu'on n'est pas engagé du tout. On signe un acte. Oui, pas de problème, si un tel ne paye pas, je paierai à sa place, une signature suffit. Et puis, en réalité, ça peut aller très vite, le débiteur ne paye pas, et vous vous trouvez à devoir rembourser des échéances très lourdes parce que vous êtes tenu de l'intégralité du remboursement. On a l'impression qu'on n'a fait que signer, alors qu'en réalité, on a pris un engagement très lourd. On n'a fait que signer au cas où il ne paierait pas, et en réalité, on s'est engagé très lourdement. Voilà pourquoi vous avez, là non plus, ce n'est pas notre propos ici, mais vous avez, notamment dans le Code de la consommation, des règles, vous les avez étudiées déjà peut-être, ou vues passer, vous avez des règles très protectrices pour les cautions personnes physiques qui s'engagent envers un créancier professionnel. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard quand on parlera du dirigeant, parce que le dirigeant qui se porte caution de sa société doit respecter ces règles. Et il y a des mentions manuscrites à respecter. On doit faire une mention manuscrite particulière, puis signer. Et la jurisprudence est terrible là-dessus, parce qu'on vous dit par exemple que si on signe, puis on fait la mention manuscrite, alors ça n'est pas valable. Le cautionnement qu'on a donné est nul. Pourquoi est-ce que ça n'est pas valable? Parce qu'on considère qu'il faut d'abord faire le travail d'écriture, et puis après, on dit qu'on est d'accord en signant, alors que si on signe, puis on fait le travail d'écriture, ça n'a pas la même valeur d'information de la caution. Donc c'est très formaliste. Et pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le cautionnement, c'est un acte qui est dangereux. Et une autre règle pour protéger les cautions, c'est précisément l'article 1415 du Code civil. Si une caution est mariée sous un régime où il y a une communauté, notamment sous le régime qui est le régime le plus répandu de communauté réduite aux acquêts, qui est le régime qui s'applique par défaut, eh bien, si la caution est mariée sous ce régime, lorsqu'elle signe un acte de cautionnement, par principe, elle n'engage que ses biens propres. Pour qu'elle engage aussi les biens communs, on vous dit qu'il faut le consentement express de l'autre conjoint qui, dans ce cas-là, n'engage pas ses biens propres. Donc, imaginons, vous avez monsieur et madame, je sais que ce n'est pas la seule hypothèse, mais monsieur et madame, monsieur a des propres, madame a des propres, ils ont des biens communs. Si monsieur signe seul un acte de cautionnement, il n'engage que ses biens propres. Si monsieur signe avec l'autorisation de madame, il engage ses biens propres et leurs biens communs. Mais elle n'engage pas ses biens propres parce qu'elle n'a fait qu'autoriser le cautionnement signé par lui. Elle n'est pas elle-même caution. Si par contre, elle donne en même temps son acte de cautionnement, à ce moment-là, ils vont engager à la fois leurs propres et leurs biens communs. C'est clair tout ça ou pas? Pourquoi je vous parle de cette règle? Parce qu'on s'est demandé si le texte qui vise le cautionnement s'applique aussi à la souscription ou à l'acquisition de parts de sociétés à responsabilité illimitée. Quand je deviens associé de sociétés civiles ou de sociétés en non collectif, particulièrement, je deviens associé d'une société qui, légalement, met à la charge des associés une obligation de payer à la place de la société si la société ne paye pas. Donc j'ai une espèce de cautionnement légal généralisé sur toutes les dettes de la société. Je prends la société civile, ça concerne notamment les sociétés civiles immobilières qui sont très répandues. On me dit, à l'égard des tiers, article 1857 du Code civil, on va le revoir dans quelques minutes quand on va parler des obligations des associés, article 1857 du Code civil, on me dit, les associés, à l'égard des tiers, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité. Pour le moment, ne retenons que cette partie du texte. Ça veut dire que si vous êtes associé d'une SCI, qu'elle emprunte à une banque pour faire des travaux de réparation de son immeuble, par exemple, elle emprunte 100 000 €,
et la société ne peut pas payer parce qu'elle n'a pas les fonds nécessaires, la banque va demander le paiement à la société. On va voir tout à l'heure ce qu'elle doit faire précisément. Mais si la société ne paye pas, la banque va pouvoir s'adresser individuellement aux associés pour leur demander de payer à la place de la société. Donc ça ressemble quand même à un cautionnement. Il y a des conditions particulières pour qu'on puisse demander paiement aux associés, mais ça ressemble à un cautionnement. C'est même plus grave qu'un cautionnement, parce qu'un cautionnement, en principe, on cautionne des dettes précises à l'égard d'un débiteur, d'un créancier précis. Alors on peut cautionner toutes les dettes, ce qu'on appelle le cautionnement omnibus, vous le verrez en droit des sûretés, mais ça reste, on s'engage à l'égard d'un créancier particulier. Vous pouvez dire à une banque que vous paierez l'intégralité des dettes de la société vis-à-vis de la banque. Vous comprenez que c'est un acte très dangereux, mais vous n'allez pas vous engager à payer à n'importe quel créancier, n'importe quelle dette, n'importe quelle créance qu'il pourrait avoir sur la société. Avec les sociétés à responsabilité illimitée, vous comprenez que, je sens le silence pesant qui s'installe ici, vous êtes impressionné par cet engagement que prend l'associé, vous achetez une part de SCI. Alors la SCI, ce n'est pas le plus choquant d'ailleurs, on verra que la société en non collectif, vous achetez une part sur les 300 000 qui existent, vous êtes tenu indéfiniment et solidairement, ça veut dire qu'on peut vous demander l'intégralité du montant de ce que doit la société. Bien. Donc, on en parle tout à l'heure dès qu'on voit les obligations des associés, mais vous comprenez qu'on peut se demander dans quelle mesure le texte 1415, l'article 1415 du Code civil qui s'applique au cautionnement, doit s'appliquer à l'engagement de l'associé d'une société à responsabilité illimitée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez me trouver un argument pour et un argument contre l'application de l'article 1415 à la souscription ou à l'acquisition de parts de sociétés civiles? Oui, monsieur. Donc, on pourrait dire que ce texte va s'appliquer pour la loi des saints présents qu'on a vu juste avant que si un époux ne voulait pas devenir associé, ne voulait pas souscrire, son époux lui a souscrit, lors de la dissolution, il pourra bénéficier des parts acquises. Donc, pourquoi est-ce que dans l'autre cas, on dirait qu'il n'a pas à être caution également? Ouais, je ne suis pas sûr de vous suivre. Non, ce que je voudrais, c'est simplement d'avoir... c'est même plus général, ce n'est pas au cas particulier. Vous avez un texte qui vise le cautionnement. Vous avez compris le type d'engagement dont je vous parle, qui est une forme plus large de garantie. Trouvez-moi des arguments pour ou contre l'application de l'article 1415 à cet engagement, alors que l'article ne vise pas cet engagement. Oui, mademoiselle. Alors, on a un texte qui vise le cautionnement. Nous, on est dans autre chose. Le cautionnement, c'est un contrat particulier. Nous, on est dans un engagement, une garantie qui est légale. Donc, c'est vrai qu'on pourrait considérer que le texte doit faire l'objet il donne une règle particulière qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Par principe, même si je suis marié sous un régime de communauté, je peux engager tous mes biens, propres ou communs. Par exception, on vient me dire qu'il faut l'autorisation de mon conjoint pour des actes dangereux qui sont notamment, qui sont le prêt et le cautionnement. Et on pourrait dire, règle d'interprétation stricte des exceptions, on pourrait dire que, eh bien, ça ne s'applique qu'aux cas qui sont précisément visés par le texte. Si le législateur avait voulu que cette protection s'applique aussi aux sociétés de personnes, il aurait fallu qu'il le dise expressément. Donc on n'appliquerait pas le texte. Et puis trouvez-moi quelqu'un d'autre, un argument pour dire que si le texte doit s'appliquer, bien sûr. Oui.
c'est la même logique, c'est la même, économiquement, ça revient au même. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, c'est un risque pour le conjoint, mais est-ce qu'on ne doit pas même aller plus loin pour cet engagement que je vous ai décrit? Est-ce qu'on ne veut pas dire qu'a fortiori, il faut appliquer à cet engagement la règle de l'article 1415? Ça veut dire quoi, a fortiori? Un musicien américain qui fait du jazz, Al Fortiori. Non, c'est quoi plus sérieusement? Si je vous interdis de parler latin, vous dites quoi à la place de a fortiori? D'autant plus, à plus forte raison, effectivement. Donc, oui, le cautionnement, c'est un acte grave, mais à plus forte raison, la protection qu'on accorde pour le cautionnement devrait mériter la protection de l'article 1415 du Code civil. D'ailleurs, on en a une confirmation parce que la jurisprudence considère que le texte s'applique à la garantie à première demande, qui est une forme aggravée de cautionnement, où on prend un engagement où on ne peut pas invoquer, on prend un engagement autonome, où on ne peut pas invoquer les moyens de défense que pourrait invoquer le débiteur. Donc, on peut considérer que l'argument a fortiori mériterait qu'on applique l'article 1415 à la garantie légale des associés. La jurisprudence, après quelques hésitations et après un arrêt de cour d'appel qui avait été remarqué, qui avait considéré que c'était le cas, qu'il fallait appliquer le texte, la jurisprudence a considéré que non. Vous avez deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2006. Donc, Chambre commerciale de la Cour de cassation, 17 janvier 2006. Un arrêt qui... Pardon, c'est un arrêt de la... C'est pas la Chambre commerciale, excusez-moi, c'est la première Chambre civile de la Cour de cassation, 17 janvier 2006. Deux arrêts publiés au bulletin qui concernent l'un une société civile, l'autre une société en non collectif. Et donc, on va considérer que ces sociétés, eh bien, l'engagement de l'associé n'est pas soumis à l'article 1415. Ça veut dire que lorsqu'un créancier va poursuivre l'associé, il peut engager à la fois, il peut saisir à la fois les biens propres de l'associé et les biens communs, même si on n'a pas obtenu l'accord de l'épouse ou de l'époux à l'engagement. Et on peut dire effectivement, et là maintenant votre argument, monsieur, mérite d'être entendu, que alors, on n'avait pas demandé l'autorisation avec l'article 1832-2. On avait demandé à l'autre époux, on l'avait informé de ce qu'on était en train de souscrire des parts avec des biens communs, et on lui avait demandé s'il voulait souscrire. Voilà. C'est pas la même chose qu'on demande. Si on appliquait 1415 aux sociétés, on ne demanderait pas la même chose que l'article 1832-2. 1832-2, c'est « je vous informe que je souscris avec des biens qui sont des biens communs. Est-ce que vous voulez souscrire pour la moitié des parts ?» 1415, c'est « je vais me porter caution, il faut que vous autorisiez cela pour que les biens communs soient engagés. » Mais pour les sociétés, la question ne se pose pas puisqu'on n'applique pas l'article 1415, nous dit la Cour de cassation. On peut considérer que la raison principale, c'est qu'on est en présence d'un engagement légal d'une nature différente d'un cautionnement. Voilà. Dernière règle particulière à l'époux associé que je voulais voir avec vous, c'est l'article 1424 du Code civil. Article 1424 du Code civil, on vous dit que pour certains biens communs, les époux ne peuvent les aliéner ou les grever de droits réels
mon verbe préféré, grever, donc ne peuvent les aliéner, ça veut dire quoi? Ça veut dire les vendre à qui? Comme le nom l'indique. À un alien, bien sûr. Donc aliéner, ça veut dire se séparer du bien, donc vendre le bien. On a des règles aussi sur la donation dans un autre article, mais retenons surtout l'article 1424. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner ou grever de droits réels. Ça veut dire quoi, grever de droits réels? Ça veut dire constituer une sûreté sur le bien, le donner en nantissement, par exemple. Eh bien, pour engager les biens communs les plus importants, eh bien, on vous dit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre, il faut l'autorisation de l'autre époux pour vendre ou donner des sûretés sur certains biens communs. Et ces biens communs, que sont-ils? Ce sont effectivement, oui, précision que vous donnez à des tiers, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, et on nous dit non plus que les droits sociaux non négociables. Et les droits sociaux non négociables, on verra que ça veut dire en réalité les parts sociales, donc les parts. On a déjà évoqué dans la distinction société de capitaux, société de personnes, ce sont les droits sociaux des sociétés de personnes, donc les parts sociales de SARL, de sociétés civiles, de sociétés en non collectif, ce sont des droits sociaux non négociables, et donc s'il y en a qui sont communs, pour les vendre, il faut l'autorisation de l'autre époux. Article 1424. Oui ? Sans parler de 1415, si je suis marié et que je souscris des parts d'une société qui est florissante, lors du divorce, il faudra évidemment rétrocéder une partie à ma conjointe. Sans parler de 1415. Si vous souscrivez des parts, que vous êtes en communauté et que vous le faites avec des biens communs, les parts deviennent, l'argent qui était commun est maintenant remplacé par les parts sociales, et votre conjoint a les mêmes droits sur les parts, il n'est pas associé, mais il a les mêmes droits financiers. On dit qu'on distingue le titre et la finance, la qualité d'associé et la finance. Ça veut dire que quand vous divorcez, il faut l'indemniser. Si vous voulez partir avec les parts sociales qui vous restent intégralement à vous, il faut l'indemniser et donc lui verser une somme qui représente la valeur, une moitié de la valeur des parts. Et ça, qu'elle l'ait voulu ou non. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment, qu'elle l'ait voulu ou non, elle va en bénéficier. Donc finalement, la solution de 2006, elle suit aussi tout à fait cette logique-là. On ne peut pas dire d'un côté qu'elle en bénéficierait sans le vouloir, et de l'autre, par contre, en revanche, elle serait protégée de ne pas mettre les biens communs lors d'un engagement. Votre argument, c'est de dire que parce que le conjoint va bénéficier, lors de la dissolution de la communauté, de la valeur des titres, alors il est normal que on ne lui demande pas que les biens communs soient engagés, même sans autorisation. Ça s'entend, mais on pourrait aussi considérer qu'une société, c'est un acte, entrer en société à responsabilité illimitée, c'est un acte dangereux, et qu'on préfère privilégier la protection des biens du ménage, de la famille, sur le fait de s'associer, que même si à la fin on bénéficie de l'enrichissement, eh bien, pour qu'on engage ces biens, il faut une autorisation particulière. On a terminé sur ces questions particulières de situation affectant les droits de l'associé, donc indivision, démembrement et situation de l'époux associé. J'avais renvoyé un peu plus tard la question du droit de l'usufruitier sur les réserves, on en parle dans pas longtemps, et on va en parler à l'occasion de l'étude des droits, mais on va commencer par les obligations de l'associé. Donc section 2, dans mon chapitre 3 sur les associés, section 2, les obligations et les droits de l'associé. Les obligations de l'associé, c'est notre paragraphe premier. On peut aller relativement vite parce que des obligations de l'associé, on n'en a pas tant que ça, et elles sont assez bien identifiées. Quand vous êtes, on pourrait dire que quand vous êtes associé, vous êtes un investisseur, et donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? Et je pose la question parce que je sais que
On a déjà vu les éléments de la réponse à ma question. Qu'est-ce qu'on attend avant tout d'un associé dans toute société? Oui? De faire un apport. Donc la première obligation de l'associé, c'est de faire un apport. Et quand vous êtes associé d'une société de capitaux, c'est même à peu près votre seule obligation. Là où vous avez plus d'obligations, c'est quand vous êtes associé d'une société, comme on vient de le voir, qui met à la charge de l'associé une obligation aux dettes sociales. On va voir ça et on va distinguer ça de la contribution aux pertes. On va évoquer aussi une obligation qui est plus discrète, qui est l'obligation de loyauté. Plus discrète, on peut même se demander si elle existe vraiment. Et on verra enfin la possible responsabilité de l'associé. Est-ce qu'un associé peut engager sa responsabilité parce qu'il exerce mal ses droits dans la société? Alors, 4 obligations qu'on va voir ensemble. Première obligation, grand A, c'est l'obligation d'apport, ou l'obligation aux apports. Je peux me contenter d'un rapide renvoi à ce qu'on a vu lors de l'étude des éléments constitutifs du contrat de société. C'est quelque chose qui est bien acquis, je crois, maintenant. Vous avez l'obligation de faire un apport. Ce n'est que par exception que vous en êtes dispensé. Je pense particulièrement aux salariés qui vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les AGA, les attributions d'actions gratuites. Oui, ça devrait s'appeler des AAG, mais ça s'appelle des AGA, donc attributions gratuites d'actions plutôt. Eh bien, là, on a des textes dans le Code de commerce qui prévoient cette possibilité. À ce moment-là, on n'a pas d'apport à faire, mais ça va bénéficier à des personnes dont il faut considérer qu'elles ont fait par ailleurs un apport à la société en travaillant pour elles, et finalement c'est une forme de rémunération du travail fait. Donc plutôt qu'un apport en industrie, on reçoit des actions qui, par exception, sont attribuées sans qu'on ait un versement particulier à faire. Mais hormis ce cas précis, on est d'accord sur le fait que l'associé doit nécessairement faire un apport. Donc première obligation qui est fondamentale, qu'on a déjà vue, et qui est présente dans toutes les sociétés, sauf ce cas particulier des AGA. Deuxième obligation, grand B, et celle-là, elle n'est pas présente dans toutes les sociétés, elle n'est présente que par exception dans certaines sociétés, c'est l'obligation aux dettes sociales. Donc c'est la distinction ici entre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité illimitée. Donc grand B, l'obligation aux dettes sociales. Dans les sociétés qui sont SARL, SA, SAS, ce sont des sociétés à responsabilité limitée aux apports. Responsabilité limitée aux apports, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'associé ne court le risque que de perdre son apport. Il peut perdre tout son apport, mais il ne verra pas un créancier venir lui demander de payer à la place de la société parce que la société ne paye pas. Je rappelle que quand on parle de responsabilité limitée, le mot responsabilité, ce n'est pas responsabilité civile, c'est engagement. Mais bon, c'est clair de parler de responsabilité, on comprend que c'est ce qu'on risque. Donc, SARL, SA, SAS, celui qui est associé d'une telle société choisit combien il apporte à la société. Ce qu'il a apporté peut disparaître, mais on n'ira pas lui demander de payer à la place de la société si elle ne peut pas payer ses créanciers. Si elle ne peut pas payer ses créanciers, qu'est-ce qui va se passer? Les créanciers vont saisir les biens de la société, ils vont les faire vendre, et si la société ne peut vraiment pas payer ses créanciers, à ce moment-là, vous aurez une procédure collective qui va être ouverte, une procédure le plus souvent de liquidation judiciaire, où, sous le contrôle du tribunal, on va vendre tous les biens de la société,
pour partager entre les créanciers le produit de la vente. Et à ce moment-là, les créanciers vont perdre de l'argent parce qu'ils ne seront pas remboursés de tout, mais il va y avoir un paiement proportionnel par rapport au montant de leurs droits. Par exemple, chaque créancier va recevoir 25% du montant de sa créance. Donc on va répartir entre eux la perte qu'ils subissent. Ça, c'est les sociétés à responsabilité limitée. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, on y vient donc, comme les sociétés en non collectif et les sociétés civiles, vous avez une garantie légale qui pèse sur les associés. Je reprends l'article 1857 sur la société civile. On vous dit donc, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité. Ça veut dire que on est une société civile. On est 4 associés avec chacun 25%. On emprunte 25% du capital. On emprunte 100 000 € à la banque pour faire des travaux. Et puis, la société fait l'objet d'une action, je ne sais pas moi, il y a un bout de balcon qui tombe, qui abîme une voiture de collection. Il y en a pour 100 000 € de dommages-intérêts. La société n'a plus rien dans ses caisses. Le créancier demande à la société de payer. La société n'a pas de quoi payer. Le créancier se tourne vers nous, les 4 associés. Combien peut-il nous demander à chacun? Oui. La totalité, oui, mais ça, il le demande aux 4. Est-ce qu'il peut demander à chacun la totalité? Pardon? Dans la société en non collectif, oui, mais on est en société civile, là. Et donc, il demande combien à chacun, puisqu'on a 25% chacun du capital? Il nous demande 25 000 à chacun au maximum, puisqu'on nous dit que c'est à proportion de la part dans le capital social. Il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que si on lui doit 3 milliards, si la société lui doit 3 milliards, il peut demander 3 milliards aux associés. Mais dans tous les cas, il va devoir partager son action, son recours, entre les différents associés. Il va devoir partager son recours entre les différents associés à proportion de leur part dans le capital social. C'est là qu'on se rend compte que ça pourrait être dangereux pour le créancier. Imaginons qu'on soit la banque, dans mon exemple. On va prêter 100 000 € à une société civile pour qu'elle fasse des travaux. Quand on lui prête, on regarde qui sont les associés et comment ils détiennent, comment se répartit entre eux le capital de la société. Et on voit qu'on a 4 associés, tous solvables, avec chacun 25% du capital. Vous comprenez que pour un créancier, c'est une situation qui est particulière, parce que si l'un d'eux ne peut pas payer, si l'un d'eux fait faillite, est-ce que les autres doivent payer à sa place? Non. Ça veut dire que si un ou plusieurs associés sont insolvables, c'est le créancier qui supporte le poids de cette insolvabilité. Dans les sociétés où les associés sont tenus solidairement, si l'un d'eux ne peut pas payer, c'est pas grave pour le créancier parce qu'il peut demander l'intégralité du paiement à chacun des autres. C'est clair ça ou pas? Dans la société en non collectif, à la différence de la société civile, on nous dit que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement. C'est le premier texte, article L221-1 du Code de commerce. C'est le premier texte. Et dans ce texte, on nous dit que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement. C'est très important. C'est le réflexe qu'il faut avoir quand on voit une société en non collectif. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, vous croisez quelqu'un, tu vas où? Ah, ça va, je vais souscrire des parts de société en non collectif. Vous lui dites, fais attention, article L221-1, tu vas engager ton patrimoine et on pourra te demander 100% de ce que doit la société sans que ça soit partagé avec d'autres associés. Il vous répond, mais non, t'inquiète pas, je vais souscrire une seule part. Il y en a 10 000. C'est pas grave.
Qu'est-ce que vous lui dites? Tu n'as rien compris. Je viens de te dire que tu étais tenu indéfiniment et solidairement. Ça veut dire que même si vous avez souscrit une seule part sur 10 000, eh bien, on peut vous demander l'intégralité de la dette sociale, alors qu'en société civile, on ne pourrait vous demander qu'un 10 000e du montant de la dette sociale. Donc, différence entre les sociétés civiles et les sociétés en non collectif, différence importante, mais, point commun, ce sont donc des sociétés où on peut passer outre la personne morale de la société pour aller chercher les associés sur leur patrimoine propre. Vous êtes associé de société civile, vous vous êtes dit, tiens, je vais investir 10 000 € dans une société civile. Ça peut vous coûter beaucoup plus cher que 10 000 € parce que votre apport, il va peut-être être appréhendé, saisi par le créancier, mais si le créancier n'est pas payé, il peut remonter et venir demander aux associés de payer. Bien. Donc, ça, c'est une différence importante. Je me remets donc, je continue mon cas pratique, je suis du côté du créancier. Vous êtes les juristes de la banque. On prête une somme importante, on prête 100 000 € à une société civile. Et donc vous voyez qu'il y a 4 associés à 25%, tous solvables. Vous êtes content, vous avez demandé des attestations, vous voyez qu'ils ont l'un et l'autre, enfin les 4 ont des biens qui sont facilement saisissables par la banque si jamais la société ne paye pas. Moi, je suis le cadre opérationnel, je suis celui qui fait l'opération. Je vous dis alors, monsieur ou madame la juriste, est-ce qu'on peut y aller? Je débloque les fonds, on est bon pour vous? 4 associés, tous solvables. La société a 3 ans pour rembourser, elle doit rembourser chaque année un tiers, donc 33 333 et 33 à l'infini centimes d'euros. Donc chaque année, elle va rembourser, bon, on aura fait un truc qui tombe, elle a emprunté 99 999 € plutôt. Chaque année, elle va rembourser un tiers de sa dette. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? J'ai besoin de votre accord pour y aller. Ou est-ce qu'on demande des précautions supplémentaires? Mais là, quand même, je me dis 4 associés, tous solvables, ça va. Oui? Alors, on n'est pas sûr qu'ils soient solvables sur les 3 ans. Bonne réaction, effectivement. Mais après, quand vous avez une caution, c'est pareil. Alors après, on pourrait demander quoi? On pourrait demander une sûreté réelle, c'est-à-dire demander à avoir, par exemple, une hypothèque sur l'immeuble de la société et dire que si jamais elle ne nous paye pas, on peut saisir l'immeuble, le faire vendre et être payé en priorité sur le prix de vente de l'immeuble. C'est vrai. Mais on a choisi quelque chose de plus léger, parce qu'inscrire une hypothèque, ça représente un coût. On a choisi une garantie personnelle. Donc, et on vous dit, non mais la banque est d'accord avec ça, simplement, est-ce qu'on a choisi la bonne garantie personnelle? Vous avez raison, ils peuvent devenir, au fil des ans, moins solvables, c'est vrai. Mais imaginons que ça ne soit pas vraiment un risque, ou que ce soit un risque qu'on assume. Oui? On y va? On signe? Non, vous ne le sentez pas? Quelqu'un vient de donner, je vois dans les commentaires, quelqu'un dit « Je prends des cautions sur tous les associés ». Est-ce qu'il a raison de dire ça? Vous faites un post et tout d'un coup, il y a des centaines de personnes qui réfléchissent pour voir si vous avez eu raison d'écrire ça. Il faut faire une clause qui stipule que les associés sont tenus solidairement. C'est vrai qu'on pourrait aggraver contractuellement leur engagement. Mais parce que déjà, effectivement, si l'un d'eux devient insolvable, ça veut dire qu'on n'a plus qu'une garantie qui porte sur 75% de la créance. Donc ça serait mieux de pouvoir demander à chacun 100%. Si il y en a 1, puis 2, puis 3 qui deviennent insolvables, j'aimerais bien pouvoir demander 100% au seul qui est encore solvable.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en admettant, imaginons qu'ils restent tous parfaitement solvables. C'est des gens qui ont une activité entrepreneuriale incroyable, ils vont devenir milliardaires dans les années qui viennent, c'est pas ça notre souci. Est-ce qu'ils ne pourraient pas esquiver finalement leurs dettes? Relisons le texte de l'article 1857. Il nous dit « Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité. » Oui. S'ils vendent leur part, imaginons que juste avant le jour, la date où le prêt vient à échéance, vous avez une échéance de remboursement qui tombe, juste avant cette date, ils vendent tous leur part, soit à un tiers, un nouvel associé qui n'est pas solvable, soit à l'un d'eux qui est le moins solvable de tous. Est-ce que vous pouvez encore demander paiement aux trois autres qui viennent de vendre leur part? Leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, c'est 0. Donc, en réalité, oui, l'observation qui est faite est la bonne, il faut demander un cautionnement aux associés. On peut se dire que c'est quelque chose qui est superflu, que c'est en trop, parce qu'ils ont déjà une sorte de cautionnement légal automatique, mais en réalité, il est important de leur demander de prendre un engagement contractuel pour l'intégralité de la durée du remboursement. Alors, vous pouvez aller plus loin et leur demander de prendre un engagement en plus solidaire pour pouvoir demander à chacun 100% du paiement de la dette. Mais si vous ne leur demandez pas un cautionnement, le risque est que s'ils vendent leur part sociale ou s'ils abaissent leur participation au capital, vous ne pourrez plus leur demander autant. Vous aurez toujours au moins un associé que vous pourrez poursuivre pour l'intégralité. S'il ne reste plus qu'un associé dans la société, il a 100% du capital social, vous pouvez lui demander 100%, manque de chance si le seul qui reste est absolument insolvable. Donc, c'est important, quand vous êtes du côté du créancier, vous voyez, monsieur qui vouliez signer, espèce d'imprudent, vous croyez que notre banque va aller loin comme ça, hein? Bon, mais en même temps, c'était facile de dire oui, non, je ne sais pas, attendons peut-être. Mais voilà, on a en tous les cas on a compris, et bravo pour ceux qui avaient trouvé la réponse, on a effectivement compris qu'il faut doubler cet engagement, parce que l'engagement légal tel qu'il est formulé par l'article 1857 du Code civil n'est pas forcément suffisant. Cet engagement, si vous le regardez, on vous dit quoi? On vous dit que, alors on vous dit aussi, l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Et puis ce qui m'intéressait surtout, c'est, on nous dit, les créanciers ne peuvent, c'est l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Alors, quand on lit comme ça, on pourrait comprendre qu'il faut juste, on passe au siège social, on dit au gérant je veux être payé, le gérant nous dit non, désolé, on n'a rien, et après on peut commencer à agir contre les associés. En réalité, c'est plus exigeant que ça, parce que quand on vous demande d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, cela veut dire en réalité avoir fait une mesure d'exécution infructueuse, ça veut dire qu'il faut avoir fait une saisie, avoir tenté de saisir les comptes de la société par exemple, et n'avoir pu être payé pour à ce moment-là, eh bien, si on s'aperçoit que la société ne peut pas payer, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à poursuivre, à demander paiement, puis à poursuivre les différents associés. Je préciserai comment ça se passe en matière de procédure collective quand on verra le régime légal des différentes sociétés. Oui, monsieur, le régime spécial, pardon. Oui. Juste, dès lors qu'on signe une caution en plus, donc déjà, est-ce que ça ne modifie pas un peu finalement le prototype même de société qu'on voulait? Si on voulait une société civile,
Alors, si on me fait signer un cautionnement, et c'est très fréquent, il y a quelques années, ou plutôt quelques dizaines d'années, vous aviez des articles pour dire que la SARL, finalement, n'existait plus vraiment. Parce que quand vous faites une SARL, donc à responsabilité limitée, vous allez vouloir emprunter auprès d'une banque. On ne va pas se contenter de votre apport dans la société, on va vous dire, bah oui, nous on prête, mais on va vous demander une garantie personnelle, que vous soyez dirigeant ou associé. Donc on avait, vous lisiez ici et là, et c'est vrai que la responsabilité limitée, finalement, elle était sur le papier, parce qu'avec un cautionnement, on arrivait plutôt à faire des sociétés en non collectif qui ne disaient pas leur nom. Oui, c'est vrai, maintenant, le créancier est libre de prêter ou ne pas prêter, hein, c'est la liberté contractuelle, donc il est libre de vous prêter sous réserve que vous fournissiez des garanties. Mais en fait, la vraie question qui se pose, je trouve, c'est on avait vu qu'au début, ce qui va quand même régir les relations contractuelles dans une société, c'est la différence que vont faire dans les apports certains. Plus quelqu'un en fait, plus il a un certain impact sur la société. Mais dès lors que dans ce cadre-là, je me suis engagé par exemple à être solidaire, est-ce que finalement, peu importe que j'ai engagé moins sur le moment, comme au fond, je suis solidaire comme tous, je n'ai pas le même. Votre question est importante. Vous dites, si je suis caution solidaire de la société, est-ce que, alors que j'ai fait un très faible apport, est-ce que je ne dois pas avoir plus de pouvoir? Ben, alors je dirais qu'on va prendre les choses différemment. Ne vont se porter caution solidaire que les personnes qui sont les plus intéressées à la société. Le dirigeant, s'il n'est pas associé, par exemple, il ne va pas se porter caution. Celui qui va se porter caution, c'est celui qui a vraiment un intérêt patrimonial à l'affaire parce qu'il a mis de l'argent dedans, ce n'est pas le dirigeant. Bon. En tous les cas, oui, si dans une société, imaginons vous faites une société demain et vous êtes très minoritaire, et puis on va vous dire, ben, c'est toi le seul qui a, parce que tu as hérité par exemple, c'est toi le seul qui a un bien immobilier, ça serait bien que tu te portes caution auprès de la banque. Vous allez dire, ben, chers amis, vous êtes sympathiques, mais moi, je n'ai pas envie d'être celui qui a le moins de droits dans la société, mais qui court le plus de risques. Donc vous allez, entre guillemets, monnayer votre garantie. Comment ça se monnaie? Quelle contrepartie on peut demander? On pourrait se demander si c'était un apport, ça serait quoi comme type d'apport? Si le fait de se porter garant, c'était un apport, est-ce qu'on apporte un bien? Je vous pose la question parce qu'on ne voit pas bien dans quelle catégorie d'apport on peut tomber. Parce que ce n'est pas un apport en numéraire, ça ressemble parce que vous finirez par payer une somme d'argent à un créancier. Ce n'est pas un apport d'un bien. On pourrait dire que c'est un apport en industrie parce que vous vous engagez vis-à-vis d'un créancier. Enfin, vous dites à la société que vous lui apporterez une prestation particulière qui sera de payer un créancier. Mais c'est généralement, c'est une question qui est assez incertaine. Si c'était un apport, qu'est-ce que serait la garantie? Il me semble, je l'ai écrit, sans doute plus un apport en industrie en réalité, mais bon, généralement, ça n'est pas traité comme un apport dans la pratique. Mais vous avez raison, en tous les cas, de souligner ce point, c'est celui qui est garant sur tout son patrimoine, il faut prendre cela en considération, mais encore une fois, généralement, ne se portent garant que ceux qui sont déjà majoritaires ou les seuls associés. Bien. Et effectivement, comme l'un d'entre vous le souligne, alors, deux observations que je tire des commentaires qui sont faits. La première, c'est, oui, tout à fait d'accord sur le fait que les banques demandent souvent le cautionnement des associés ou des dirigeants, c'est ce qu'on a dit. Et puis, il y a une observation intéressante qui est faite, c'est l'intérêt des déclarations d'insaisissabilité. Vous l'avez vu, je pense, l'année dernière en droit commercial, vous avez une possibilité qui vous est reconnue par la loi de déclarer, alors quand vous êtes entrepreneur individuel, si vous êtes associé d'une société, vous n'avez pas cette possibilité. Quand vous êtes entrepreneur individuel, commerçant, agriculteur, profession libérale, vous avez la possibilité de faire une déclaration au bureau des hypothèques et on inscrit sur la fiche du bien que tel immeuble n'est pas saisissable par les créanciers dont le droit
né de l'activité professionnelle du propriétaire. Et la loi Macron du 6 août 2015 a été plus loin, parce que même sans déclaration, elle prévoit que la résidence principale de l'entrepreneur devient de droit insaisissable par les créanciers, dont le droit naît de l'activité professionnelle. Bon. Oui. Déclaration d'insaisissabilité possible pour l'associé d'une SNC, c'est délicat parce qu'il n'est pas entrepreneur individuel. Si le passif, c'est le passif qui naît de l'activité de la société, il ne bénéficie pas de cette protection. Ça fait partie des raisons pour lesquelles la SNC, il y en a très peu. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter à ce moment-là? Il y a un montage assez simple, mais qui n'est pas forcément complètement à l'épreuve des balles, si j'ose dire. Comment est-ce que vous pourriez faire en utilisant deux sociétés en réalité? C'est pour ça qu'on parle de montage. Oui? Absolument. On crée une URL, donc l'idée c'est que, oui, on a une société en nom collectif, mais l'associé qui souscrit les parts, ça n'est pas directement la personne physique avec son patrimoine qui va être engagée, elle va créer une SARL unipersonnelle à laquelle elle fait un apport, elle la crée, et une fois la SARL unipersonnelle, donc le URL constitué, c'est cette société qui devient associée de la société en nom collectif. Ça veut dire que vous faites un écran parce que lorsque les créanciers de la SNC voudront demander paiement aux associés, ils vont tomber sur la SARL, sur le URL, ils vont pouvoir lui prendre les biens qu'elle a dans son patrimoine, mais même si elle n'a pas de quoi les payer, ils ne peuvent pas remonter plus haut puisque elle, précisément, est une société à responsabilité limitée. La SNC, on en parlera quand on verra son régime au deuxième semestre en droit spécial, mais elle, pour le coup, c'est une société qui est donc beaucoup plus dangereuse pour les associés que la société civile, parce que en SNC, on vous dit que donc les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, mais là, pour pouvoir poursuivre, pour que le créancier puisse poursuivre les associés, il n'y a pas de nécessité de faire une mesure de saisie qui serait infructueuse. On vous dit, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, c'est l'article L221.1 du Code de commerce, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Vainement mise en demeure la société par acte extrajudiciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un acte d'huissier, c'est l'article R221-10 qui est important aussi, on nous dit qu'il faut une mise en demeure faite par huissier. Le texte ne le précise pas que c'est par huissier, mais par acte extrajudiciaire, ça veut dire par acte d'huissier. Et si au bout de 8 jours, c'est le délai qu'indique R221-10, si au bout de 8 jours, on n'a pas été payé ou la société n'a pas constitué de garantie, alors on peut saisir les biens des différents associés. Donc ça, c'est l'obligation aux dettes sociales. De précision encore. Elle n'existe que dans les sociétés qui la prévoient expressément. Pourquoi est-ce que, normalement, l'associé n'est pas tenu aux dettes sociales? Question simple. Distinction, oui, entre la personne, alors pas forcément physique, mais en tous les cas, entre la personne juridique de l'associé et la personne juridique qu'est la société. Par principe, si la société a des dettes, si elle est une personne juridique distincte, une personne morale, s'il est une personne juridique distincte des associés, les associés sont des tiers par rapport aux dettes de la personne morale, et donc, si ce sont des tiers, on ne peut rien leur demander.
ils ont fait un apport à la société. Cet apport, ils vont peut-être le perdre, mais les apports sont maintenant dans le patrimoine de la société, donc c'est normal. La société, en tant que débitrice, va peut-être voir ses biens saisis par ses créanciers, mais par principe, on ne peut pas demander aux associés de payer à la place de la société. Ce n'est que si la loi ou un contrat particulier, contrat de cautionnement principalement, leur demande de payer, que vous pouvez poursuivre les associés. Et donc, les sociétés à responsabilité illimitée, la garantie est nécessairement prévue par la loi. Quand c'est par contrat, on ne parle pas de société à responsabilité illimitée, mais ça va produire le même effet. Enfin, le même effet créancier par créancier ou dette par dette. Ça, c'était la première observation. Deuxième et dernière observation là-dessus, sur la distinction contribution aux pertes, obligation aux dettes. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas vous tromper. La contribution aux pertes qu'on a vue dans les éléments constitutifs du contrat de société, c'est le risque de ne pas pouvoir reprendre tout ou partie de son apport. La société a fait des pertes, les associés vont y contribuer en perdant eux-mêmes une partie de leur apport. Ça, c'est la contribution aux pertes. En principe, la contribution aux pertes, elle ne s'exprime qu'au moment de la dissolution de la société. Quand on dissout la société, on arrête. Et c'est là qu'on regarde si on peut rendre ou non leur apport aux associés. On verra qu'il peut y avoir une contribution anticipée parce que la société peut faire une opération de réduction de capital pour apurer les pertes, mais je renvoie ça à un peu plus tard. Pour le moment, pour garder les idées claires, on ne fait la contribution aux pertes, on ne contribue aux pertes que lorsque l'on va dissoudre la société. Gardons cette hypothèse-là en tête. Et contribution aux pertes, ça veut dire ne pas pouvoir reprendre tout ou partie de son apport. Et on a vu que la prohibition des clauses léonines interdit qu'un associé soit mis à l'abri de la contribution aux pertes. L'obligation aux dettes sociales, en revanche, c'est différent. Ce n'est pas les rapports entre associés, ça concerne les relations avec les tiers. La société doit de l'argent à un tiers, elle ne peut pas le payer. À ce moment-là, si c'est une société où il y a une obligation aux dettes sociales, à ce moment-là, le créancier, le tiers, peut demander aux associés de payer. Donc bien distinguer les deux notions parce qu'elles ne jouent pas au même moment. Pendant toute la vie sociale, si la société ne paye pas et qu'il y a une obligation aux dettes sociales, elle peut être mise en œuvre, elle peut être déclenchée par le créancier social. On ne dit pas déclencher l'obligation, mais il peut demander aux associés l'exécution de leur obligation aux dettes sociales, de leur garantie des dettes sociales. Bon. La contribution aux pertes, je répète, par principe, c'est à la fin de la société qu'on va regarder est-ce qu'elle a remboursé tous ses créanciers? Oui. Il lui reste de l'argent. Est-ce qu'elle peut rembourser avec cet argent les apports qui avaient été faits initialement? Elle peut peut-être rien rembourser, elle peut peut-être rembourser une partie seulement. Si elle rembourse tout et qu'il reste encore de l'argent, cet argent qui reste, c'est le bénéfice qui n'avait pas été distribué et qu'on va partager, on en parlera tout à l'heure ou à la séance prochaine, c'est ce qu'on appelle le boni de liquidation. Boni, B-O-N-I. Troisième obligation, grand C, c'est l'obligation de loyauté. L'obligation de loyauté, on est un peu dans les grands principes, là, avec l'obligation de loyauté. Parce que ça veut dire quoi être loyal? Ça fait partie de ces standards. Alors, déjà, ça n'est sans doute pas dans tous les contrats qu'il faut être loyal. On est loyal à l'égard de qui?
C'est subjectif, être loyal. On est plutôt loyal à l'égard d'un adversaire. Mais vous avez des contrats où on n'est pas adversaire et on va parler de devoir de loyauté. On va parler par exemple de devoir de loyauté du mandataire à l'égard du mandant. Et là, ce n'est pas une question d'adversité, c'est une question de faire confiance, parce que le mandant fait confiance au mandataire, on demande au mandataire d'être loyal envers le mandant. Si je vous charge d'une mission, ben, la loyauté fait que, en principe, vous n'êtes pas en train d'exécuter la même mission pour un concurrent ou d'avoir pris des engagements auprès d'un concurrent, de quelqu'un qui veut voir la mission que je vous ai confiée ratée. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ces situations où le mandataire a plusieurs mandants qui ont des intérêts contradictoires? Notion que vous verrez assez souvent en droit, et notamment en droit des sociétés. Là, on a une minute de réflexion profonde. Conflit d'intérêts. Très bien, monsieur, c'est effectivement une situation de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est la situation où quelqu'un doit défendre un intérêt A, et cette personne, de manière révélée ou non, va défendre un intérêt B. Vous avez une professeure de droit américain qui est Madame Roberta Romano. J'imagine que les Américains disent Roberta Romano. Et donc, Madame Roberta Romano, qui a écrit des choses intéressantes sur le droit des sociétés et le conflit d'intérêts, en disant que la société, c'était un moyen de traiter le conflit d'intérêts. Trouvez-moi un exemple de conflit d'intérêts qui implique un dirigeant de société. Comment est-ce qu'un dirigeant, vous êtes une société par action, vous êtes des centaines d'actionnaires là, et moi, dirigeant, je suis en conflit d'intérêts. Comment je pourrais l'être? Vis-à-vis d'un intérêt extérieur. Si j'ai un mandat politique, oui, peut-être que effectivement, je vais hésiter. Vous voulez que je licencie des salariés de la société parce que c'est l'intérêt de la société qui a à ce moment-là du personnel qui lui coûte trop cher, qui ne correspond plus à son activité. Donc, si le droit du travail me le permet, et avec les restrictions et les contraintes du droit du travail, je vais le faire parce que vous me demandez de le faire en tant que dirigeant, mais peut-être que, en tant que politique, je ne vais pas vouloir parce que, voilà, ça serait très mauvais pour mon mandat politique, pour mon image politique, d'être en train de faire des licenciements, alors que je suis en train de dire qu'il faut, en droit, encadrer beaucoup plus les licenciements, voire les interdire. Il y a une bonne réponse qui est donnée, qui est les questions de convention réglementée. On peut déjà effectivement introduire le sujet. C'est quoi une convention réglementée? On le verra quand on étudiera les dirigeants. C'est une convention qui est, enfin, le nom ça veut dire convention qui n'est pas libre, qui est réglementée, qui est encadrée. C'est les conventions que le dirigeant fait avec la société. C'est le premier type de convention réglementée. J'achète un bien de la société. Vous comprenez que si j'achète un bien de la société, soit je signe et je négocie l'acte moi-même, donc il y a déjà un risque que la société perde de l'argent, mais peut-être même que sans avoir fait l'acte moi-même, j'ai utilisé mon influence dans la société. Celui qui a négocié l'acte, c'est un salarié auquel j'ai fait comprendre qu'il serait licencié si le prix était supérieur à 30% de la valeur réelle du bien. Donc voilà, ça c'est une situation typiquement de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, alors on me dit aussi vote du salaire d'un cadre. Si je suis dirigeant et salarié et qu'on est en train de prendre une décision sur l'augmentation de ma rémunération, je suis en conflit d'intérêts. Parce que d'un côté, si je prends part à la décision, moi je vais plutôt pousser pour qu'on augmente ma rémunération. Je le mérite tant. Vous ne voulez pas doubler ma rémunération?
j'ai tant fait pour l'intérêt social, et puis de l'autre côté, si je suis dirigeant, je dois prendre en considération l'intérêt de la société, et peut-être que je ne le fais pas suffisamment. Question qui est posée, y a-t-il conflit d'intérêts si le dirigeant mêle ses intérêts personnels à ceux de la société? Très bonne question, parce que effectivement, le dirigeant peut, si j'ai moi, votre dirigeant, j'ai la même activité que la société. J'ai un business personnel, pour parler simplement, j'ai une entreprise individuelle qui fait la même chose que la société. Rassurez-vous, on ne travaille pas, votre société est tellement grande, tellement puissante, on n'a pas du tout la même clientèle. Vous avez une très belle clientèle, moi j'ai une clientèle très modeste par rapport à vous. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous voulez que je sois à la tête de votre société? D'un côté, on peut se dire, mais c'est bien, il connaît très bien l'activité, il a lui-même une petite entreprise. Mais ce n'est pas interdit que je dirige votre société. Maintenant, vous me demanderez peut-être de prendre des engagements pour être sûr que je ne vais pas discrètement vous piquer des clients, parce que je peux négocier pour la société, et puis je peux dire aux clients, bon, c'est vrai que c'est un peu cher le prix qu'on vous propose, mais avec la société que je dirige, je suis désolé, on ne peut pas baisser plus les prix. Par contre, moi, j'ai une petite boîte qui coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc vous comprenez qu'il serait tout à fait possible de faire, on appelle ça alors il y a des termes un peu savants, mais c'est pour qu'on comprenne de quoi on parle, pour que l'on comprenne, pardon, de quoi on parle, on appelle ça la captation des opportunités d'affaires. Ce n'est pas de l'abus de biens sociaux au sens où le dirigeant n'est pas en train de piquer dans la caisse ou de partir avec des biens de la société, mais il détourne des contrats qui, oui, vous avez le réflexe de dire abus de biens sociaux, mais c'est la même idée. Mais l'abus de biens sociaux, qui est une infraction pénale et donc qui suppose, on ne peut pas avoir une conception large de l'abus de biens sociaux, puisque en matière de droit pénal, vous le savez, c'est le principe de l'interprétation stricte, merci, qui prévaut. Sinon, il y aurait un danger pour tout le monde qu'on interprète toutes les infractions de manière complètement ouverte. Oui, d'accord, on a décidé que l'infraction vise telle et telle hypothèse, mais par extension, par analogie, elle devrait aussi pouvoir viser un paquet d'autres hypothèses, et finalement, on ne saurait jamais ce qui est interdit véritablement. Donc, l'abus de biens sociaux, c'est une infraction qui consiste à détourner des biens de la société. Là, on n'est pas en train de détourner un bien, on est en train de prendre à la société une opportunité d'affaires. Donc la possibilité de conclure un contrat. Et donc c'est proche de l'abus de biens sociaux, c'est une faute de la part de dirigeants. En tous les cas, c'est un manquement au devoir de loyauté. Maintenant, les choses peuvent être mieux établies, c'est-à-dire que, je vais peut-être vous dire, vous savez, avec la société, on est en train de concourir pour avoir un contrat, mais ils ont vraiment des exigences en termes de tarifs qui sont... On ne va pas pouvoir le faire parce qu'ils veulent un prix qui est vraiment un prix trop bas pour nous. Si on le fait, on va perdre de l'argent. Mais parce que notre société, je ne sais pas, elle utilise du personnel très qualifié, elle a des moyens, elle fait des investissements importants. Si on veut ce contrat... on peut le prendre parce que voilà, on veut avoir ce client absolument, quitte à perdre de l'argent sur un premier contrat, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Si vous en êtes d'accord, je vous en informe et je vous demande votre autorisation. Je pourrais conserver ce client, moi, à titre personnel, avec mon entreprise à moi. Et à ce moment-là, mais là, alors ça va être compliqué en pratique, parce que s'il faut que je demande l'autorisation de centaines de personnes, il y en a forcément qui ne vont pas être d'accord parmi vous, mais je vais au minimum vous informer et peut-être recueillir l'accord des plus importants des actionnaires parmi vous, en vous disant, voilà, je ne suis pas en train de prendre à la société quelque chose qui va lui manquer, parce que vraiment, on voit que ce client-là a des exigences tarifaires que la société, aujourd'hui, ne peut pas satisfaire. Mais... du coup, le client est quand même satisfait et il le fait avec quelqu'un qui connaît la société. Ça veut dire que le jour où il veut un contrat qui satisferait plus la société, je vais faire en sorte qu'il contracte avec la société. Voilà, on peut imaginer ce genre de situation, mais vous comprenez qu'il y a un conflit d'intérêts. Là, on est en train de parler, dans mes exemples, du dirigeant.
mais parce que je voulais vous faire comprendre cette notion de conflit d'intérêts. Quand on est associé, est-ce qu'on peut être en conflit d'intérêts? Est-ce que je peux investir dans deux sociétés concurrentes? Est-ce que je peux acheter des parts d'une SARL qui fait du transport, par exemple, et puis acheter des actions d'une autre société qui fait la même activité et qui vont se retrouver l'une et l'autre en compétition pour obtenir les mêmes contrats? Oui? Votre réponse est oui. Est-ce que tout le monde est sûr de ça? C'est déloyal. C'est pas illégal, mais c'est déloyal. Oui? Est-ce que j'ai vraiment l'affectio societatis si je fais ça? C'est-à-dire, j'investis dans deux sociétés qui, non pas se détestent, mais sont en concurrence et peut-être finiront à un moment par se détester. Est-ce que... Alors, quelqu'un suggère, vous avez bien retenu la leçon, oui, via une convention de portage. C'est vrai que, voilà, je peux me masquer en demandant à quelqu'un de porter les actions de la société numéro 2. On sait que je suis associé d'une société, on ne va peut-être pas me laisser entrer dans la deuxième société. Bon. Je pourrais faire une convention de portage où je demande à quelqu'un d'apparaître officiellement comme actionnaire et c'est moi derrière qui tire les ficelles. On peut faire ça. Mais, enfin, on peut faire ça sauf fraude, mais c'est un moyen auquel on peut penser. En tous les cas, ce devoir de loyauté de l'associé, il faut penser que, par principe, l'associé n'a pas de devoir de loyauté. En tous les cas, si on veut partir des textes, les textes ne nous disent rien. Aucun texte ne dit qu'il faut être loyal à l'égard de la société. On ne le dit pas pour le dirigeant, alors on va d'autant moins le dire pour l'associé. Le seul texte où on trouve une trace de ça, c'est l'article 1833 du Code civil, qui est un texte un peu curieux, qui dit « toute société », c'est dans les tout premiers textes, 1833, c'est le quatrième texte après 1832, 32.1 et 32.2, 1833, toute société doit avoir un objet licite. Jusque-là, pas trop de surprise. Je ne peux pas faire une société qui a pour objectif le crime organisé sous toutes ses formes et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Donc on ne nous parle pas de loyauté, parce que le Code ne prend pas le point de vue de l'associé, mais il prend le point de vue de la société. Elle doit être constituée dans l'intérêt commun des associés. Alors, on ne nous en dit pas plus, mais on va se demander s'il y a cette notion d'intérêt commun, est-ce qu'un associé doit être loyal à l'égard de la société? La jurisprudence ne l'a jamais dit de manière générale et explicite. Mais on peut trouver quand même, donc du coup le principe c'est que vous n'avez pas d'obligation, de devoir de loyauté du seul fait que vous êtes associé, vous n'avez pas d'interdiction de faire concurrence à l'activité de votre société. On peut s'associer pour une activité et je peux constituer demain la même activité à titre personnel. Par principe, ça n'est pas interdit. Maintenant, ça peut être interdit par deux choses qui sont, dans certaines sociétés, on peut vous interdire, alors je pense aux sociétés civiles professionnelles, on peut poser le principe que, normalement, vous n'êtes associé que d'une seule société. Et je remercie l'un d'entre vous, qui est Éric Verneau-Gauchy, qui vient d'afficher la décision que j'allais citer, arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Alors, ça, c'est sur le principe qu'on peut faire concurrence à la société. C'est l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 novembre 2011 qui nous dit que, par principe, l'associé d'une SARL n'est tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente à celle de la société,
ni de l'informer d'une telle activité. Quand la loi ne l'interdit pas, et pour les SARL, on ne nous dit rien, vous n'avez aucune obligation de vous interdire une activité concurrente ou d'informer la société si vous faites une activité concurrente. Mais, et c'est après la loi qui peut vous l'interdire, c'est la deuxième chose, l'arrêt vous dit, sauf stipulation contraire. On peut avoir écrit dans les statuts qu'un associé n'a pas le droit, tant qu'il est associé, de faire une activité concurrente à celle de la société. Ou on peut avoir écrit, on peut baisser en exigence, ce n'est pas interdit, mais il faut une autorisation de la société. On peut encore avoir baissé en exigence et avoir écrit, ce n'est pas interdit, il n'y a pas besoin d'autorisation, mais il faut au moins en informer la société. Mais si on n'a rien écrit de tout ça, le principe c'est qu'on peut faire une activité concurrente. Maintenant, la société qui subirait une concurrence de la part de son associé, elle pourrait invoquer au moins deux arguments, me semble-t-il, deux arguments juridiques. Imaginons, on fait une société ensemble, et puis vous découvrez qu'elle ne marche pas, elle marche pas bien, on ne trouve pas de clients, et vous finissez par comprendre pourquoi. C'est parce que moi, je ne suis pas dirigeant, je suis un des associés, mais j'ai fait une société concurrente qui, elle, marche très bien. Et vous avez un peu l'impression que les clients qui sont démarchés par votre société, bizarrement, ils se retrouvent tous chez moi. Oui ? Notion d'espionnage. Espionnage industriel. Notion plus large que je voulais vous voir entendre. Concurrence déloyale. La concurrence déloyale, vous l'avez vu l'année dernière, c'est un ensemble de comportements qui sont sanctionnés par la jurisprudence sous couvert, ça prend la forme d'actions en responsabilité civile. Par principe, une entreprise peut faire concurrence à une autre et lui prendre sa clientèle, mais il y a une série de limites, et notamment, on a le parasitisme, mais on aurait aussi, oui, le fait de prendre des informations, le fait de piquer la clientèle, d'aller systématiquement démarcher les clients parce qu'un associé a accès aux fiches de clients de la société, qu'il les transmette à une autre société, ça serait de la concurrence déloyale, peut-être même d'autres qualifications possibles, en tous les cas, y compris pénales. En tous les cas, on aurait la concurrence déloyale si c'était fait de manière systématique. Autre argument, ce serait un argument de droit des contrats. On fait un contrat de société. Oui ? Le fait que le contrat doit être exécuté de bonne foi. C'est vrai qu'on pourrait invoquer ça, mais avant ça, imaginons, on fait une société ensemble, et je ne vous révèle pas que j'ai constitué une société dans le même secteur d'activité. Comment ça pourrait être qualifié en droit des contrats ? Réticence dolosive. Alors, c'est une forme de dol, mais ça pourrait être effectivement précisément de la réticence dolosive. Je ne vous révèle pas une information que vous n'avez pas le moyen d'avoir par ailleurs. Et puis, on pourrait dire que dans le contrat de société, on se fait confiance, donc on doit révéler plus d'informations. Et donc, je ne vous révèle pas ça. Et le résultat, c'est que notre contrat de société, il est affecté d'un vice du consentement qui est la réticence dolosive. Il n'y a pas grand-chose en jurisprudence là-dessus, mais en tous les cas, oui, il pourrait manquer effectivement, comme l'un d'entre vous le souligne, l'affectio societatis, mais en droit des contrats, on pense plus initialement à réticence dolosive. Je réponds encore à une question qui est la question des clauses de non-concurrence. On en parlera peut-être plus sur le statut du dirigeant, mais clause de non-concurrence, c'est l'idée que quand vous avez un contrat de travail ou une autre relation, quand elle prend fin, vous allez, par convention, vous interdire pendant un certain temps d'exercer une activité concurrente, parce qu'il y a la crainte sinon que vous alliez
prendre toute la clientèle de votre ancien employeur, de votre ancien partenaire, de votre ancienne société. Bon, c'est plutôt du droit du travail, mais on y reviendra un peu parce que ça concerne aussi le statut du dirigeant. Donc le principe, c'est pas de devoir de loyauté, c'est l'arrêt Chambre commerciale 15 novembre 2011 qui l'affirme pour un associé de SARL. Ça a été dit aussi pour l'associé de SAS par une autre décision. Maintenant, on se demande du coup s'il n'y aurait pas, dans les sociétés à responsabilité illimitée, un devoir de loyauté qui pèserait sur l'associé. C'est vrai les arrêts de la Cour de cassation visent des associés de forme sociale particulière. Pourquoi? On peut se dire parce que c'était des associés de cette forme sociale qui étaient concernés, mais la Cour de cassation n'a pas dit un associé tout court peut, dans toute société, toujours exercer par principe une activité concurrente à celle de la société. Alors, on ne l'a pas dit parce que sans doute il y a des sociétés dans lesquelles la loi dit précisément que ça n'est pas le cas, société civile professionnelle comme j'ai indiqué, mais maintenant on peut se demander s'il y a entre les sociétés visées par la Cour de cassation, SARL, SAS, SA aussi sans doute, et les sociétés où la loi dit expressément qu'on ne peut pas concurrencer la société, est-ce qu'il n'y a pas des sociétés où la loi n'a rien dit, mais où la jurisprudence, si on le lui demandait, viendrait quand même estimer que l'associé n'a pas la possibilité d'exercer une activité concurrente? La chose dont je voulais vous parler, mais j'en ai pour 10 secondes parce que je renvoie à demain, c'est le tribunal d'opinion Monsanto, article du Monde très intéressant sur le sujet. C'est une forme de juridiction pédagogique, mais ça, on en parle demain. Voilà, chers amis, merci à vous pour votre attention soutenue. Et donc à demain à 11h30. Merci. Merci à vous aussi.